Bonjour, bonjour Eckehart, bonjour Jérémy qui était à côté de moi, Jérémy Gignocat, et bonjour à tous. Je reconnais quelques figures connues parmi les participants. Merci à tous de vous connecter aujourd'hui pour cette conférence débat sur un sujet qui touche particulièrement à cœur, qui nous tient à cœur, construire une Europe sociale du numérique. Donc, je suis Mathias Dufour, je suis président de Hashtag le plus important. Cette conférence débat prend place dans les états généraux de l'investissement social pour une transition écologique et numérique inclusive que nous lançons avec le CNAM et une centaine de partenaires, dont Digital Village, voilà, qui nous accueille aujourd'hui. Et ces états généraux ont pour objet de susciter une mobilisation de différents acteurs de la société civile pour promouvoir des idées dans le débat public pour réussir une transition écologique et numérique inclusive sur la base d'un investissement. L'Europe est un sujet essentiel et la transition numérique en particulier. Donc, nous allons procéder en 3 temps aujourd'hui. Il va y avoir 3 échanges. Un premier sur l'IA au travail, avec à côté de moi Jérémy Gignocat, qui dirige le pôle management algorithmique et IA au travail de Le Plus Important, qui va présenter nos travaux sur le sujet. On a sorti un livre blanc avec une vingtaine de propositions. D'ailleurs, j'espère que Camille pourra partager sur la file de discussion aussi le lien vers le livre blanc qu'on sort aujourd'hui sur nos 12 propositions pour construire une Europe sociale du numérique. Ensuite, nous aurons un répondant en la matière de Eckehart Ernst, qui est chef macroéconomiste à l'OIT et président du think tank Geneva Macrolabs. Ensuite, donc là, on en aura pour 35 minutes à peu près. Ensuite, nous allons parler des travailleurs des plateformes, puisque l'Union européenne vient de sortir un projet de directive très, très important sur le sujet, avec notamment une proposition de présomption de salariat pour tous les travailleurs des plateformes, alors qu'aujourd'hui, ils sont indépendants. Et pour discuter, donc c'est moi qui vais présenter cette table ronde, et nous aurons Hervé Novelli, ancien ministre et président de l'Association des plateformes d'indépendants, pour animer ces discussions. Et nous terminerons sur le numérique inclusif. Quels sont les autres sujets numériques portés par l'Europe en ce moment et quelles sont les propositions que nous pouvons faire. Et là, nous aurons Int El Idrissi. Donc, c'est Daniel Lenoir qui dirige notre pôle Europe sociale et numérique qui présentera nos idées et nos propositions. Et Int El Idrissi, qui est cofondatrice du syndicat indépendant.co, donc syndicat de travailleurs indépendants, et également fondatrice et CEO de la plateforme WeMind. Alors, pourquoi, avant de passer la parole à Jérémy pour présenter nos idées sur l'IA au travail, pourquoi avoir choisi ce thème, construire une Europe sociale du numérique comme conférence débat? Eh bien, il y a d'abord une actualité immédiate qui est que demain s'ouvre un sommet européen où la France va prendre la présidence de l'Union européenne. Et donc, elle aura sous sa responsabilité de faire avancer l'agenda social européen pendant 6 mois. Mais justement, pour la première fois depuis bien longtemps, cet agenda social est particulièrement chargé, en particulier en sujet numérique. Et là où les citoyens européens ont pu avoir l'impression que l'Europe agissait comme le cheval de Troie de la mondialisation et les exposait sur le plan social, l'Europe, à travers plusieurs textes, on va y revenir, un sur la réglementation de l'IA, un autre sur le revenu minimum, un autre qui date du 8 décembre sur les travailleurs des plateformes, peut aussi être l'occasion d'être protectrice et de rééquilibrer les droits sociaux des travailleurs à l'heure de la transition numérique. Tout de suite, je passe la parole à Jérémy pour à la fois présenter les enjeux
sur qu'est-ce que l'IA au travail, pourquoi est-ce que c'est important, quelles sont les opportunités et les risques pour les travailleurs, parce que c'est un thème qui est à la fois essentiel mais peu visible dans le débat public, et quelles sont les propositions sur lesquelles tu as travaillé sur ce sujet. Oui. Merci beaucoup. Merci Mathias. Donc en effet, une problématique qui est très largement ignorée malheureusement de la part de certains acteurs, sinon parfois par les pouvoirs publics eux-mêmes, en raison de sa complexité technique et de son invisibilité matérielle, quand bien même déjà à l'heure du numérique, l'intelligence artificielle peut régir une bonne partie de notre quotidien. L'intelligence artificielle, notamment, bouleverse le travail humain. Le droit du travail, pour autant, n'est pas encore adapté. Il est encore centré sur des réflexes et une organisation pré-numérique. Or, le management algorithmique, c'est-à-dire, rappelons-le, l'usage de l'intelligence artificielle pour recruter et gérer la main-d'œuvre et organiser le travail humain, bouleverse l'emploi, bouleverse son organisation et les relations entre employeurs et travailleurs. Pour autant, les algorithmes sont utilisés depuis longtemps pour optimiser le fonctionnement des machines et de certains services. On les retrouve en assurance, en finance, pour la météo. Les exemples abondent. Ce sont des algorithmes aujourd'hui qui vont déterminer si vous avez accès au crédit ou qui vont déterminer le montant de votre prime d'assurance. La nouveauté ici, c'est que ces algorithmes sont utilisés pour réguler le travail, pour optimiser le fonctionnement à la fois du matériel et des hommes au sein des entreprises. Donc, l'outil algorithmique dans ce cadre professionnel, il est nouveau, il est opaque, et pourtant, il va venir se greffer sur l'exécution d'un contrat, un contrat de travail qui est fondé sur la loyauté, avec un très fort intuitu personnel, historiquement, et qui est assorti par ailleurs, comme tout contrat, d'un devoir d'information. La Commission européenne identifie comme à haut risque certains types de systèmes d'intelligence artificielle, donc a fortiori certains algorithmes, et notamment deux thèmes qui sont liés à l'emploi et considérés comme à haut risque par la Commission, le recrutement et la gestion de la main-d'œuvre. En matière de recrutement, ce sont des algorithmes de tri qui sont mis en œuvre pour filtrer les candidatures. Donc, on imagine aisément, et plus qu'imaginer, on se rappelle déjà de certains exemples de biais et discrimination découverts à l'occasion de cette mise en œuvre d'algorithmes au moment du tri des candidatures. Et gestion de la main-d'œuvre, on va retrouver des exemples en matière de promotion, de cessation des relations contractuelles également, puisque certaines plateformes bien connues se sont illustrées pour mettre en œuvre des algorithmes, pas seulement à l'embauche, mais également à la débauche, avec le scandale que l'on a pu observer. Par ailleurs, un autre phénomène vient se greffer sur cette introduction de l'intelligence artificielle et ou des algorithmes au sein de l'entreprise, c'est la généralisation du télétravail, le tabou du télétravail qui est tombé avec le coronavirus et qui a amené les entreprises à multiplier le recours à des logiciels pour gérer justement cette masse salariale éparse qui n'était plus à disposition au sein du siège ou sur un open space disponible. Donc, davantage de recrutement fondé sur l'IA, un recours croissant à l'intelligence artificielle, donc des débats sur le renforcement, et à raison, renforcement des discriminations à l'embauche. Par ailleurs, une généralisation de l'IA, comme je l'indiquais. Une étude démontre qu'en 2020, 39% des services RH utilisent des algorithmes prédictifs contre 10% seulement en 2016, soit un quadruplement en 4 ans en matière de pratique de mise en œuvre de l'intelligence artificielle. De son côté, le Bureau international du travail identifie 5 éléments constitutifs du management algorithmique, 5 critères pour l'identifier. C'est la surveillance constante, de manière assez logique, l'évaluation permanente des performances des travailleurs, l'application automatique de décisions sans intervention humaine, l'interaction des travailleurs avec un système et la faible transparence des algorithmes, puisque ça c'est un élément clé que j'indiquais dès le début. La caractéristique première ou l'une des premières caractéristiques de l'algorithme, c'est quand même son opacité. Certains chercheurs considèrent par ailleurs que ce management algorithmique remet en question ou permet de réinterpréter les 3 dimensions de la subordination, du lien de subordination tel qu'on l'entend en droit positif français, direction, contrôle, sanction. La direction prend la forme d'incitation, sinon de nudge, de la part de l'algorithme qui floute l'exercice du pouvoir de direction et donc les responsabilités en amont.
Le pouvoir de contrôle, il est fondé sur une surveillance algorithmique qui ne dit pas son nom, mais qui peut être perpétuelle, qui peut être continue, et donc qui va contribuer à flouter notamment la frontière vie privée, vie professionnelle, et un pouvoir de sanction ou de rétribution, sanction dans les deux termes, qui va être lié au respect non pas des directives données par un supérieur hiérarchique, mais des directives données par l'algorithme, donc au respect des directives données directement par la machine. Au-delà de ce tableau, n'oublions pas que la mise en œuvre du management algorithmique est quand même synonyme d'opportunités potentiellement positives pour les salariés. Il s'agit notamment d'améliorer l'efficacité des processus décisionnels, d'augmenter la productivité. Certaines études à cet égard font état, il s'agit naturellement de projections, mais d'un gain de productivité à hauteur de 40% d'ici 2035. C'est ce qui ressort notamment d'une étude du cabinet de conseil Accenture dès 2016. Et dans le domaine RH, la mise en œuvre des outils de People Analytics va se généraliser, c'est un fait. Au-delà de ces aspects, l'IA peut également présenter l'avantage pour les salariés d'écarter les biais et les discriminations en objectivant la prise de décision, en objectivant tout le parcours du salarié depuis son recrutement jusqu'à l'évolution de sa carrière, puisque, ne l'oublions pas, le propos ici n'est pas de diaboliser l'intelligence artificielle, n'est pas de diaboliser la mise en œuvre d'un algorithme. Encore une fois, lorsqu'il y a un biais ou une discrimination, dans 99% des cas, il s'agit d'une reproduction par l'outil digital, numérique, d'un comportement délétère ou de choix non justifiés qui étaient déjà opérés par le passé à l'ère pré-numérique. C'est un élément essentiel qu'il ne faut jamais perdre de vue avant d'accuser ou de diaboliser la machine ou ce type d'outil. Néanmoins, le management algorithmique ouvre tout de même pour les travailleurs 4 principaux types de risques. Le premier, je l'ai déjà mentionné, c'est la surveillance accrue, c'est la captation perpétuelle, permanente de données personnelles, qui peut aller jusqu'à des données de santé, des données émotionnelles, tout ça qui pourrait conduire à mettre en œuvre des modalités de surveillance très pernicieuses et des modalités d'influence également du comportement des salariés, puisque dans ces nudges, dans ces incitations qui remplacent le pouvoir de direction, on n'est pas loin, dans certains cas, en tout cas la machine permettrait d'aboutir à un niveau proche de celui qui est visé en matière de neuromarketing, avec véritablement une influence directe des comportements qui ne s'affirment pas comme tels. Le deuxième risque, c'est celui, assez naturellement, de discrimination accrue, fût-elle involontaire, puisque, comme je le disais, l'outil peut sembler parfait et néanmoins reproduire des comportements délétères qui lui préexistaient, notamment, nous le verrons, j'y reviendrai, lorsque le set d'apprentissage de l'algorithme n'a pas fait l'objet d'une mise en qualité suffisante. Un troisième risque lié à la mise en œuvre de l'algorithme, ça va être la perte d'autonomie des travailleurs, qui vaut d'ailleurs tout autant pour les travailleurs, les salariés, que pour les managers qui sont dépossédés de leur pouvoir par la mise en œuvre de cette machine, qui 9 fois sur 10 est un produit externe, qui n'est pas un produit maison, qu'ils ont acquis auprès d'une entreprise spécialisée et dont ils ne comprennent pas eux-mêmes le mode opératoire. Donc, il y a un transfert de la capacité de décision du travailleur à la machine à tous les niveaux hiérarchiques au sein de l'entité, au sein de l'entreprise. Ce point est essentiel. Donc, on observe ce risque, enfin, il est déjà réalisé dans une certaine mesure, de désintermédiation des relations de travail. Un quatrième risque, je laisse faire. Voilà, merci. C'est aussi un enjeu de responsabilité. Un enjeu de responsabilité car le traitement algorithmique dissimule dans une boîte noire un ensemble de décisions prises en amont. Et les algorithmes ne sont pas des processus de calcul neutres, rationnels, objectifs, comme on le voudrait, comme il serait assez logique de l'attendre, mais des instructions qui vont être issues d'une programmation et derrière les programmes, il y a des hommes. Or, l'algorithme floute l'identité du donneur d'ordre, d'autant qu'il substitue, comme je l'indiquais préalablement, la suggestion, le nudge, à l'injonction à l'exercice traditionnel du pouvoir de direction tel que nous le connaissons. Donc, ces formes nouvelles d'influence qui sont invisibles posent un défi au droit. Il ne s'agit pas de l'exercice classique du pouvoir de direction, de l'autorité, tel que contractualisé. On peut parler de gouvernementalité algorithmique. Un nouvel enjeu, c'est celui de l'adaptation des droits des travailleurs, puisqu'il faut naturellement encadrer la collecte et l'usage de ces données pour éviter une surveillance abusive.
quelques mots. Il y a également un enjeu de partage de la valeur dans la mesure où les données qui vont alimenter la machine, qui vont alimenter l'algorithme, elles sont issues de travail réel de la part de travailleurs qui aujourd'hui n'ont aucune rétribution pour ça. Quelques mots sur le droit européen, la façon justement dont il envisage l'outil algorithmique. L'outil algorithmique est particulièrement transverse et les premières pistes au niveau du droit européen le démontrent, puisque ça part un peu dans tous les sens. Il ne faut pas tomber dans le piège de croire que les algorithmes ne traitent que des données personnelles, néanmoins elles en traitent massivement. Donc le premier outil du droit européen pertinent, ça va être naturellement le RGPD. Ensuite, il y a le projet de Digital Service Act qui envisage les responsabilités des utilisateurs, des plateformes et des pouvoirs publics dans le cadre du marché des services numériques. Il devrait, d'ici 2022, régir la responsabilité des intermédiaires et il associe juste une phrase. Vous avez ensuite le règlement Platform to Business entré en vigueur le 12 juillet 2020 et qui pose déjà les bases d'une certaine forme de transparence, même si cela est insuffisant. Et le projet qui nous occupe le plus, le projet de règlement sur les systèmes d'intelligence artificielle, qui entend réguler la création, la mise sur le marché et l'utilisation de toute forme d'intelligence artificielle en Europe. Néanmoins, ce projet de règlement, il repose sur le modèle classique du nouveau cadre législatif européen, mis en œuvre pour réguler tout type de produits alimentaires. Nous avons donc un texte générique avec des mécanismes génériques dont l'architecture convient tout aussi bien à la régulation des prises électriques qu'au lacets de chaussures. Mais en l'occurrence, nous sommes sur le terrain de l'intelligence artificielle, donc le texte a des lacunes et, en un mot, il peine à dépasser la déclaration d'intention. Et enfin, Mathias l'indiquait préalablement, il y a un tout récent projet de directive sur les conditions de travail au sein des plateformes qui est particulièrement intéressant et qui va tout à fait dans le bon sens, même si c'est limité aux plateformes, puisque nous avons des actions, une obligation d'information des employeurs sur la mise en œuvre d'algorithmes et leurs caractéristiques essentielles. Donc, on va bien au-delà de la notion à minima de transparence telle qu'envisagée par le règlement sur les systèmes d'intelligence artificielle, un droit d'obtenir une explication humaine, des droits de la défense, une demande de révision de la décision algorithmique. Donc, tout cela constitue un point de départ intéressant. Mais finalement, comme je l'indiquais, sont réservés aux plateformes et aux travailleurs de plateformes. Nos recommandations sont plus larges et sont donc concentrées sur le projet de réglementation des systèmes d'intelligence artificielle. Je ne peux pas toutes les citer et les développer, néanmoins, il s'agit d'abord et avant tout d'insérer des principes directeurs au sein des considérants du projet de règlement européen sur les systèmes d'intelligence artificielle. Ces principes directeurs s'adressent à la fois aux entreprises, aux travailleurs et au public. Pour les entreprises, naturellement, la mise en œuvre d'un système d'intelligence artificielle ou la réglementation des systèmes d'intelligence artificielle devrait préserver leur propriété intellectuelle, leur capacité d'innovation, garantir un jeu concurrentiel équitable. Mais tout cela va avec des responsabilités que l'on retrouve dans les droits des travailleurs qui seraient consacrés donc, dans ces principes directeurs figurant dans les considérants du projet de règlement. Ces droits, quels sont-ils traditionnellement, mais adaptés au numérique? Le droit à la dignité, donc à la vie privée, le droit à l'égalité de traitement, donc à la non-discrimination, à la santé, donc prévention des risques psychosociaux, et aussi un droit à l'autonomie. Droit à l'autonomie vis-à-vis de la machine, on retrouve, c'est central, cette notion de dignité déjà mise en avant depuis le début de la réflexion par la Commission européenne. Cette autonomie, elle revêt plusieurs formes. C'est le droit de comprendre le traitement algorithmique dont on est l'objet, le droit de contester une décision algorithmique et le droit de solliciter une décision humaine. Encore une fois, le tout nouveau projet de directive sur les plateformes va dans le bon sens à cet égard. Certains principes directeurs, je l'indiquais, s'adressent également au pouvoir public. Il nous semble absolument impératif que les pouvoirs publics développent notamment une expertise particulièrement élevée et véritablement indépendante sur la problématique de l'intelligence artificielle et des algorithmes. C'est crucial. Il faut également garantir l'accès effectif aux droits pour les travailleurs et identifier les abus, donc s'en donner les moyens techniques, les connaissances, les moyens financiers. Travailler durablement et concrètement au maintien de l'employabilité des travailleurs, puisque c'est un vrai défi. Et autre évolution permanente, constante des algorithmes. Les algorithmes produisent de l'algorithme, les algorithmes évoluent 24 heures sur 24, donc il faut une réglementation agile, même si on utilise ce mot à tort et à travers, et avec des clauses de revoyure particulièrement courtes. Donc, nous proposons l'introduction de ces principes directeurs au sein des considérants du projet de règlement. Nous proposons par ailleurs d'aller plus loin que ce que propose le projet de directive
tout récent sur les plateformes, à savoir consacrer un droit à la décision, un véritable droit à la décision humaine. Nous avons un article 22 d'ores et déjà du RGPD qui donne le droit de ne pas faire l'objet d'une décision purement algorithmique. La CNIL elle-même reconnaît que ce droit est insuffisant, c'est un droit défini en creux, c'est un droit typiquement ineffectif, pour rebondir sur ce que je disais sur la veille que devraient assurer les pouvoirs publics. Donc la CNIL elle-même souhaite voir ce droit évoluer vers un droit à la supervision et nous pensons qu'il faut aller plus loin et consacrer un véritable droit à la décision humaine, ce qui serait un droit de contester ou un droit de faire réviser. C'est le pouvoir de solliciter de l'employeur qu'il prenne lui-même la décision avec tous les paramètres en main. Enfin, et j'en terminerai avec cet exemple de recommandation que nous émettons pour voir ce projet de règlement modifié. Nous recommandons également qu'un principe d'explicabilité des algorithmes trouve sa place dans le projet de règlement. Une analogie est possible avec la loi, notamment si on tient compte de l'adage « Code is law », dans le sens où le Conseil constitutionnel français a reconnu valeur constitutionnelle à l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Or, en matière de management algorithmique, je le disais en introduction, l'algorithme va s'intercaler dans une relation contractuelle. Le contrat de travail ou autre, est la loi des parties. Il est donc logique que cette loi soit accessible et à minima explicable. Or, l'opacité des algorithmes y fait obstacle. Seul un principe d'explicabilité consacré au niveau européen va permettre de donner un vrai pouvoir de contrôle aux régulateurs, de circonscrire les risques de discrimination, de faire la mise en œuvre de l'algorithme un thème du dialogue social effectif, puisque ça passe par son explicabilité, et de faire auditer l'algorithme de manière effective par un tiers. Une précision technique, et j'en terminerai sur ce point, un algorithme, c'est une somme d'instructions. Les grands modèles d'algorithmes sont connus des techniciens, en général, le mystère n'est pas là. Le modèle, c'est par contre la combinaison de cette formule avec les données qui ont alimenté l'algorithme. C'est ce que j'appelais plutôt le set d'apprentissage. Or, 9 fois sur 10, lorsqu'il y a des biais et des discriminations, ils sont dans ce set d'apprentissage et pas dans l'algorithme. Donc, si on met en œuvre, si on consacre ce principe d'explicabilité, il est absolument impératif qu'il s'applique tout autant à l'algorithme lui-même qu'au set d'apprentissage. Il en va de l'efficacité du système mis en œuvre. Voilà. Nous avons d'autres recommandations qui sont orientées vers des modifications des projets de textes européens. Nous en développerons davantage à la lumière de la dernière actualité et je vous invite pour ce faire à consulter nos travaux qui sont disponibles en ligne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérémy. On va passer la parole maintenant à Eckhard Ernst, qui travaille à l'OIT et préside le think tank Geneva Macrolabs, pour réagir sur ces propositions et donner sa propre perspective sur ce projet de règlement européen sur l'IA et les enjeux posés par l'IA au travail et le management algorithmique. Excellent, merci beaucoup. Merci Jérémy, merci Mathias pour cette invitation et la possibilité d'intervenir dans ce cadre-là. Donc, comme vous savez, nous, on a déjà échangé plusieurs fois sur ce sujet-là, donc ce que je vous raconte aujourd'hui, peut-être ça va pas vous surprendre beaucoup, mais je voudrais peut-être revenir rapidement sur les 3 éléments qui me semblent importants dans la définition de le risque et peut-être les opportunités de l'IA au travail. Donc, Jérémy a beaucoup parlé sur des questions microéconomiques au niveau de l'entreprise, au niveau de la gestion du travail, de la place de poste de travail, si vous voulez. Donc, tout ce qui concerne la surveillance accrue de l'employé, tout ce qui concerne le biais algorithmique, aussi bien dans le recrutement que dans la gestion du personnel, l'évaluation, etc. Donc, je vais pas revenir là-dessus. Je pense que là-dessus, Jérémy a donné une discussion assez complète. Je voudrais ajouter deux points qui me semblent importants dans la discussion sur l'importance du changement algorithmique qu'on est en train d'observer qui impacte très directement le marché du travail. D'abord, les effets macro, et je pense qu'on n'a pas, on en a parlé beaucoup aussi dans le débat public, mais c'est juste pour rappeler ici peut-être quelques éléments. D'abord, évidemment, le fait que toute la discussion, toute la dynamique
de l'économie des données a comment dire, une caractéristique, ce qu'on appelle le winner takes all. Donc, c'est l'entreprise qui impose en premier ou qui utilise en premier les algorithmes, utilise les données auxquelles elle a accès, qui collecte les données, si vous voulez. Cette entreprise-là, elle a un avantage compétitif très important et qui va s'accroître au fur et à mesure qu'elle utilise ces données-là. Hein. Donc, on a observé ça avec les entreprises des GAFA, etc. Mais c'est même au niveau des entreprises plus traditionnelles qu'on peut observer ça. C'est que les entreprises qui savent utiliser ces données-là pour identifier leurs consommateurs, pour identifier les possibles travailleurs, sont souvent en avantage par rapport à d'autres, et cet avantage compétitif s'accroît au fur et à mesure et qui crée au niveau macro des inégalités importantes. Hein. La deuxième chose qui est liée à ça, c'est le fait que à force de creuser cet écart entre comment dire, les entreprises à la frontière et les autres, on a aussi un impact sur une dimension d'inégalité entre les pays. Quoi, hein. Donc, on a l'impact que les entreprises dans les pays avancés qui aujourd'hui déjà utilisent ces données peuvent encore comment dire, augmenter leur écart par rapport à des entreprises peut-être qui essaient de leur faire concurrence à partir des pays en voie de développement. Quoi, hein. Et donc, l'écart entre pays avancés et pays émergents ça va s'accroître, et on voit bien que la Chine, par exemple, comme un des exemples, est en train de basculer dans le camp des pays avancés en accroissant son écart par rapport à d'autres pays émergents. Quoi. Donc, je pense que ça, c'est une dimension, en tout cas pour une organisation comme la nôtre, qui est très important à mettre en avant, parce que ça montre bien que ces algorithmes-là, comment dire, implémentés au niveau de l'économie dans son ensemble, ne sont pas anodines par rapport aux inégalités, et comment dire, qui nous forcent à réfléchir encore plus que dans le passé comment remédier à ces inégalités. Quoi. Et la troisième dimension et moi je l'avais déjà évoqué plusieurs fois aussi avec Jérémy Mathias, qui à mon sens est très important et qui est très peu présent dans le débat public, c'est l'impact méso, hein, c'est-à-dire l'impact au niveau des relations entre entreprises. Un exemple qui est en train d'émerger, qui n'est pas encore tout à fait présent dans le débat sur l'impact des algorithmes au monde du travail, mais qui est déjà présent comment dire, dans le débat des régulateurs de compétition, des autorités de concurrence, c'est la collusion algorithmique. C'est-à-dire que les algorithmes et c'est même pas une volonté explicite des utilisateurs de ces algorithmes, vont commencer à utiliser l'information qu'ils obtiennent du marché pour se mettre d'accord implicitement sur comment dire, un meilleur prix en défaveur du consommateur, mais aussi en défaveur de l'employé, quoi. Hein. C'est-à-dire que implicitement, ces algorithmes vont se mettre d'accord pour utiliser leur pouvoir comment dire, proposer un salaire inférieur à ce qui serait possible, si vous voulez, sur un marché purement concurrentiel. Quoi, hein. Et donc, a fortiori, les employés vont se retrouver dans une situation défavorable, qui puissent véritablement, comment dire, avancer un argument anticoncurrentiel, hein, parce que c'est vraiment très difficile à détecter. Et je pense que au niveau des régulateurs, c'est quelque chose vraiment à prendre en considération pour analyser et pour trouver des nouveaux moyens d'intervention. Et à mon avis, et ça, on revient maintenant à la question de la réglementation sur ces marchés-là, à mon avis, le régulateur actuel n'est pas encore vraiment à la hauteur de ces enjeux-là. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir beaucoup plus précisément sur le risque posé par l'IA au niveau micro, mais au niveau méso et au niveau macro, on n'est pas vraiment encore dans la compréhension complète
des défis de cette technologie, quoi, hein. Deuxième chose qui me semble importante, c'est qu'il y a aussi une question de compréhension digitale ou de formation digitale des utilisateurs de ces technologies, quoi. On voit aujourd'hui, par exemple, et c'est très important à noter dans ce contexte-là, c'est que les entreprises qui sont présentes dans des économies à forte codétermination, c'est-à-dire à forte présence de syndicats, comme par exemple en Allemagne ou dans les pays européens avec une forte présence syndicale au niveau des entreprises, sont souvent les entreprises qui utilisent moins souvent ces nouvelles technologies pour gérer leur main-d'œuvre, hein. On trouve beaucoup plus d'utilisation de ce genre d'algorithmes dans les pays, notamment en Europe de l'Est, où la présence des institutions de négociation collective sont beaucoup moins présentes au niveau d'entreprise, hein. Et ça revient à dire que aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est une présence beaucoup plus importante des syndicats, des représentants de personnel, mais des représentants de personnel qui sont formés à ces nouvelles technologies pour comprendre l'enjeu qui est derrière tout ça, quoi, hein. C'est-à-dire que c'est même avant d'arriver au régulateur, on a besoin d'une forte présence collective des syndicats, des représentants personnels, etc., pour pouvoir comprendre les enjeux qui sont souvent très locaux et auxquels le régulateur n'a pas nécessairement prévu les bonnes solutions, quoi, hein. Pareil pour les employeurs, parce que ce que disait Jérémy tout à l'heure, c'est tout à fait vrai aussi pour les employeurs, c'est qu'on a souvent tendance à minimiser ou plutôt à maximiser l'impact des technologies pour le recrutement, minimiser les risques que ces algorithmes posent pour, par exemple, une sorte de standardisation dans le recrutement. C'est-à-dire, on cherche plus, entre guillemets, la perle rare, on cherche la personne lambda standard qui rentre complètement dans un cadre fixé par l'algorithme, hein. Et donc, souvent, les employeurs, quand ils utilisent ce genre d'algorithme, vont se retrouver par rapport à un choix relativement restreint de candidats et candidates qui rentrent tout simplement dans la logique de l'algorithme, hein. On appelle ça le phénomène du travailleur caché, qui est caché par l'algorithme, qui est présent a priori, qui sera capable de contribuer productivement à l'entreprise, mais qui est caché par l'algorithme. Et je pense que ce risque-là est aussi quelque chose que les recruteurs souvent minimisent, tout simplement parce qu'il y a une sorte de manque de compréhension de ces algorithmes-là et des enjeux qu'ils posent, hein. Et troisième élément qui, moi, me semble toujours important dans le débat, c'est que j'ai l'impression que aussi bien au niveau des pouvoirs publics, on oublie souvent quel est l'impact ou quelle est la possibilité des technologies pour mieux gérer la réglementation en place, hein. On est actuellement avec des collègues à Sarajevo en train de mettre en place une nouvelle approche avec l'inspection du travail en Albanie pour utiliser justement ce genre de technologie pour mieux contrôler et surveiller dans quelle mesure la législation en place est vraiment appliquée, quoi. Et je pense que c'est quelque chose que, là, pour le coup, c'est bénéfique pour l'employeur, pour l'employé, que ces autorités publiques aussi comprennent l'enjeu et la possibilité qu'ils ont avec ces nouvelles technologies pour mieux gérer collectivement le marché du travail. Et dernier point que je voudrais évoquer dans ce débat-là, c'est au niveau de la réglementation. Il me semble ce qui est très important et essentiel pour vraiment comprendre une bonne approche réglementaire par rapport à ce problème-là, c'est pas d'identifier risque par risque comme fait la Commission européenne, les différentes possibilités ou les différents risques que l'IA pose, mais plutôt d'avoir d'avoir une approche systémique au problème, hein, c'est-à-dire de créer un écosystème de surveillance, de monitoring de l'utilisation de ces algorithmes qui est fait pas seulement par les autorités publiques, mais aussi par des ONG, des individus, des chercheurs, etc., pour analyser un petit peu quel est l'impact de ces algorithmes sur le marché du travail. D'ailleurs, par rapport à la question qui a été posée dans le chat,
je pense que la question n'est pas de définir une sorte de métrique ou d'une sorte de transparence ex ante, mais plutôt d'analyser ex post quelles sont les implications des algorithmes réellement sur le marché du travail. Parce qu'on ne peut pas vraiment d'identifier ex ante quels sont les risques posés par tel ou tel algorithme. Tout simplement, on ne le connaît pas. Les algorithmes sont opaques par leur nature, hein. Et donc je pense que la réponse adéquate, c'est pas d'essayer d'identifier ex ante les différents risques, mais plutôt d'ex post analyser quel est l'impact réel et pouvoir analyser et intervenir à ce moment-là pour rectifier certains dérivés dans l'utilisation de ces algorithmes. Voilà mes quelques remarques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Edgar. Voilà, tu es même félicité par le public pour la pertinence de ta réponse. Je ne sais pas, Camille, s'il y a d'autres questions ou si vous voulez poser une question avant qu'on passe au deuxième thème sur les plateformes. Les algorithmes sont généralement complexes. Quelle solution pour les rendre transparents? Jérémy, tu veux répondre justement, c'est un des sujets importants de nos propositions, le principe d'explicabilité des algorithmes. C'est un sujet central qui appartient plus aux techniciens. C'est un sujet central qui appartient plus aux techniciens qu'aux juristes. Et quelque part, certains questionnent la pertinence de cet objectif d'explicabilité au motif qui remonterait sans doute du vœu pieux. Si c'est un combat canadien, raison de plus pour le mener, il fait sens, il est impératif, puisque ce qui doit guider notre action, ce qui doit guider l'action des pouvoirs publics, on le retrouve dans les toutes premières déclarations de la Commission européenne sur la problématique des algorithmes et de l'intelligence artificielle. L'humain doit rester aux commandes. La priorité absolue, c'est le maintien de la dignité de l'être humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la machine ne doit pas donner d'ordre opaque et incompréhensible à l'être humain. L'être humain ne doit pas être un prolongement de la machine. L'être humain ne doit pas être relégué au rang d'exécutant d'une directive donnée par la machine. Alors, ça ne répond pas à la question comment effectivement, très concrètement, mettre en œuvre cette explicabilité. Il ne s'agit pas très naturellement, il ne s'agit pas de transformer du langage binaire des 0 et des 1 dans la langue de Flaubert, mais il faut se rapprocher vraiment le plus possible de quelque chose qui soit compréhensible par les techniciens et les acteurs du marché. Il en va encore une fois des enjeux de dignité des individus algorithmés, entre guillemets. Et je pense qu'on a fait un choix. Au départ, on était parti sur un principe de transparence des algorithmes et on a changé le terme car il nous semblait qu'il y avait une ambiguïté dans le terme de transparence. Il ne s'agit pas de donner accès au code. Ce qui nous semble essentiel, c'est de comprendre les principes qui guident le fonctionnement de l'algorithme et les critères de décision. Quand je dis il ne faut pas qu'il donne des ordres opaques, c'est moins l'ordre en tant que tel que pourquoi est-ce que tel ordre est donné et pas un autre, ou pourquoi est-ce que telle proposition est faite. Et donc ça, il nous semble que c'est les critères de fonctionnement et de décision des algorithmes nous semblent parfaitement pouvoir être expliqués. Voilà. Et après, il peut y avoir deux niveaux d'explicabilité. Il y a un niveau pour le citoyen lambda ou pour le travailleur, et puis un niveau plus accessible à des auditeurs tiers qui, eux, peuvent regarder plus en détail comment fonctionne l'algorithme. Mais en tout cas, c'est vraiment, comme l'a répété Jérémy, dès lors que l'algorithme organise le travail humain, il faut que l'humain sache à minima pourquoi et selon quelle modalité c'est fait. D'où ce principe d'explicabilité de l'algorithme. En fait, la mise en œuvre de l'algorithme ne doit pas être l'excuse d'une démission humaine sur le plan éthique. Voilà, en une phrase. Voilà. Eh bien, ce sera la phrase de conclusion. Merci beaucoup, Eckhart. Je me retourne pour ceux qui voient, parce qu'il y a un écran dans la salle et donc ça nous a conduit à… On le voit sur l'écran. Merci beaucoup, Eckhart Ernst, de nous avoir éclairé sur ces enjeux. Donc, chef macroéconomiste à l'OIT et président du think tank Geneva Macro Labs. Merci, Jérémy. Je propose que tu restes avec nous puisque, évidemment, les sujets que tu as traités restent d'actualité ou pertinents pour les deux autres thèmes de cette conférence débat.